je suis là. Attendez, j'ai oublié la lumière. Voilà, je suis là. Je restais juste pour faire ta bouille d'amour, c'est trop mignon Ben. Comment ça va? Désolé du coup du retard, j'étais perdu dans des discussions et tout. Et on n'a pas vu l'heure passer. Voilà. Du coup, et ben, ce soir on va finir Harry Potter et la Chambre des Secrets. Puisqu'il nous ça va être un live assez court parce que en vrai, il nous reste que 2 chapitres, donc ça va, c'est cool. C'est cool. Ça va pas. Toi Ben, t'inquiète pas. Ça va, mon micro me bute pas trop, c'est ok, on est pas mal. Moi je suis fier. T'es fier de ce que t'as fait avec tes sauveurs, les Pikachu. Franchement ils sont pas mal les nouveaux, j'ai hâte de voir ça en live. J'ai rien oublié, je regarde vite fait autour de moi, je pense que c'est ok. Moi aussi j'aime bien ta bouille, merci, c'est gentil. C'est adorable. Alors je me mute vite fait pour replacer bien le micro et tout. Et me caler dans ma chaise parce qu'elle grince. Donc voilà, j'arrive. Voilà. Là on est bien, on est prêt. Let's go. Mon toutou, je l'ai rentré, je sais. Oui c'est bon, je l'ai rentré. Allez, chapitre 17. Ah oui non attendez, je fais un petit résumé quand même. Du coup la dernière fois, il s'est passé que Hermione a été pétrifiée alors qu'elle semblait avoir découvert c'était quoi le monstre et où était la chambre des secrets. Il s'est passé quoi d'autre? Hagrid a été arrêté et envoyé à Azkaban. Il a envoyé Ron et Harry découvrir, à suivre les araignées pour en savoir plus parce qu'on a découvert que c'était que Harry a trouvé un journal en disant que c'était Hagrid qui avait ouvert la chambre des secrets. Du coup Ron et Harry ont suivi les araignées. Ils ont découvert, merci Pikachu, ils ont découvert Aragog qui est une créature que Hagrid a élevée et qui leur a appris que ce n'était pas lui le monstre de la chambre des secrets et que le monstre était quelque chose qui lui faisait très peur. Enfin, à lui et sa très nombreuse famille, n'est-ce pas? Et du coup, que ce n'était pas Hagrid qui a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans. Là-dessus, Ginny s'est fait enlever. J'aime pas du tout les araignées. Là-dessus, Ginny, la sœur de Ron, s'est fait enlever par le monstre. Et du coup, Harry est parti. Merci. Merci beaucoup, Ben, pour l'abonnement, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Et du coup, Harry, Ron et Lockhart, qui voulaient s'enfuir, sont partis pour le sauver. Lockhart forcé, bien sûr. Et Lockhart a essayé d'attaquer Harry et Ron, et du coup, le sort s'est retourné contre lui. Bonsoir, Scar. Le sort s'est retourné contre lui, et du coup, Harry se retrouve seul à pénétrer dans la chambre des secrets, et on s'était arrêté là. Voilà pour le résumé. Un peu calme, mais voilà. Chapitre 17. L'héritier de Serpentard. Il se trouvait à l'entrée d'une longue salle faiblement éclairée. D'immenses piliers de pierre autour duquel s'enroulaient des serpents sculptés soutenaient un plafond noyé dans l'obscurité et projetaient leur sombre noir dans une atmosphère étrange et verdâtre. Bonne nuit Ben, merci beaucoup encore, merci, c'est trop gentil. Le cœur battant, Harry s'immobilisa, l'oreille tendue dans le silence glacé. Le basilic était-il tapi dans l'ombre d'un pilier? Et où se trouvait Ginny? Il sortit sa baguette magique et s'avança parmi les colonnes. Chacun de ses pas répercutait en écho par les murailles obscures. Il gardait les paupières à peine entrouvertes, prêt à les fermer à la moindre alerte. À plusieurs reprises, il crut voir bouger l'un des serpents de pierre
les orbites creuses semblaient suivre ses mouvements. Lorsqu'il fut arrivé au niveau des 2 derniers piliers, il se retrouva face à une statue adossée au mur du fond et qui faisait toute la hauteur de la chambre. Harry dut tendre le cou pour apercevoir la tête de la statue. Elle représentait un sorcier simiesque avec une longue barbe. Une longue barbe mince qui tombait presque jusqu'au bas de sa robe, où 2 énormes pieds grisâtres reposaient sur le sol lisse. Entre les pieds, une petite silhouette vêtue d'une robe noire était allongée face contre terre, une silhouette aux cheveux d'un cheveu. « Ginny !» murmura Harry. Il se précipita et s'agenouilla près d'elle. « Ginny, ne sois pas morte, je t'en supplie, ne sois pas morte. » Il jeta sa baguette magique sur le sol, attrapa Ginny par les épaules et la retourna sur le dos. Son visage était blanc et froid comme le marbre, mais ses yeux n'étaient pas ouverts, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas été pétrifiée. Peut-être était-elle. « Ginny, je t'en supplie, réveille-toi, » murmura Harry d'une voix désespérée. Il secouait Ginny, mais sa tête ballottait de droite et à gauche sans le moindre signe de vie. « Inutile, elle ne se réveillera pas, » dit alors une voix douce. Harry sursauta et se retourna, toujours à genoux. Un jeune homme de grande taille, les cheveux noirs, l'observait, adossé contre un pilier. Ses contours étaient étrangement flous, comme si Harry l'avait regardé à travers une fenêtre, aux vitres givrées. Mais il était parfaitement reconnaissable. Tom, Jedusor. Jedusor approuva d'un signe de tête sans quitter Harry des yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « elle ne se réveillera pas » demanda Harry désespéré. « Elle n'est pas. Elle est toujours vivante, répondit Jedusor. Mais c'est tout juste. » Harry l'observa. Tom Jedusor avait été élève de Poudlard 50 ans auparavant, et pourtant, il était là, devant lui, baigné d'une lueur brumeuse qui brillait autour de lui, avec le même visage qu'il avait à 16 ans. « Vous êtes un fantôme ?» demanda Harry d'une voix hésitante. « Disons plutôt un souvenir, » répondit Jedusor d'une voix paisible, conservé pendant 50 ans dans un journal intime. Il pointa l'index vers les orteils géants de la statue. Le petit livre noir que Harry avait trouvé dans les toilettes de Mimi Géniard était ouvert sur le sol. Pendant un instant, Harry se demanda comment il était arrivé là, mais il avait d'autres soucis plus urgents. « Il faut m'aider, Tom, » dit Harry en soulevant à nouveau la tête de Ginny. « Nous devons sortir d'ici le plus vite possible. Il y a un basilic dans cette chambre. Je ne sais pas où il se trouve, mais il peut surgir à tout moment. S'il vous plaît, aidez-moi. » Mais Jedusor ne fit pas un geste. Harry, le visage ruisselant de sueur, parvint à hisser Ginny. Il se pencha pour ramasser sa baguette magique. Elle avait disparu. « Vous n'avez pas vu ma... » Jedusor le regardait en faisant tourner sa baguette entre ses doigts. « Merci, » dit Harry en tendant la main. Jedusor étira les lèvres en un sourire. Les yeux toujours fixés sur Harry, il continuait de faire tournoyer la baguette d'un geste nonchalant. « Écoutez, » dit précipitamment Harry, les jambes fléchies sous le poids de Ginny. « Il faut partir le plus vite possible, si le basilic arrive. »« Il n'arrivera pas tant que l'on ne l'aura pas appelé, » dit Jedusor avec le plus grand des calmes. Harry reposa Ginny sur le sol, incapable de supporter son poids plus longtemps. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il. « Donnez-moi plutôt ma baguette, je vais peut-être en avoir besoin. » Le sourire de Jedusor s'élargit. « Non, non, tu n'en auras pas besoin, » dit-il. Harry le regarda avec les yeux ronds. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« J'ai longtemps attendu ce moment, Harry Potter, » dit Jedusor. « Le moment de te voir, de te parler. »« Écoutez, » dit Harry, en perdant patience. « Je crois que vous ne comprenez pas très bien la situation. Nous sommes dans la chambre des secrets. On parlera plus tard, quand nous serons sortis d'ici. »
ce journal. C'est comme si j'avais toujours eu un ami dans ma poche. Jedusor éclata de rire, un rire aigu et froid qui ne lui allait pas et qui donnait la chair de poule à Harry. Je dois reconnaître que j'ai toujours eu le don de séduire les gens dont j'avais besoin. Alors, Ginny m'a offert son âme, et il se trouve que son âme représentait exactement ce qu'il me fallait. Ses peurs les plus profondes, ses secrets les plus obscurs me donnaient de la force, de plus en plus de force. J'ai senti grandir en moi un pouvoir infiniment plus grand que celui de la petite Ginny, un pouvoir suffisant pour commencer à confier à Miss Weasley mes propres secrets, pour déverser un peu de mon âme dans la sienne. Qu'est-ce que ça signifie demanda Harry, la gorge sèche. Tu n'as donc pas encore deviné, Harry Potter, dit Jedusor d'une voix douce. C'est Ginny Weasley qui a ouvert elle-même la chambre des secrets. C'est elle qui a tordu le cou des coqs. Elle encore qui a tracé les terribles messages sur le mur. C'est elle enfin qui a lancé le monstre de Serpentard sur 400 debout et sur la chatte d'un craquemol. Non, murmura Harry. Mais si, dit Jedusor sans se débattre de son calme. Oh, bien sûr, au début, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'était très amusant. Si tu avais vu ce qu'elle écrivait dans le journal, c'était de plus en plus intéressant. Cher Tom, récita-t-il, les yeux fixés sur le visage horrifié de Harry. Je crois que je suis en train de perdre la mémoire. Il y a des plumes de coq sur ma robe, et je ne sais pas du tout d'où elles viennent. Cher Tom, je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait le soir de Halloween, mais un chat s'est fait attaquer, et j'ai de la peinture sur moi. Cher Tom, Percy n'arrête pas de me dire que je suis toute pâle et qu'il ne me reconnaît plus. Je crois bien qu'il me soupçonne. Il y a eu une autre agression aujourd'hui, et je ne sais pas du tout où j'étais. Tom, qu'est-ce que je vais faire? Je me demande si je ne suis pas en train de devenir folle. Tom, j'ai l'impression que c'est moi qui attaque tout le monde. Harry serra les poings, les ongles enfoncés dans sa peau. Il a fallu longtemps pour que la stupide petite Ginny cesse de me faire confiance, poursuivit Jedusor. Mais elle a fini par avoir des soupçons, et elle a essayé de s'en débarrasser. C'est à ce moment-là que tu es intervenu, Harry. Tu as trouvé le journal, et rien n'aurait pu me faire plus plaisir. N'importe qui d'autre aurait pu tomber dessus, mais c'est toi qui l'as trouvé, la personne que j'avais le plus envie de connaître. Et bonne nuit, Yaz, merci beaucoup. Des bisous. Et pourquoi vouliez-vous me connaître? Demanda Harry. Il se sentait trembler de fureur, et il avait du mal à parler d'une voix égale. Ginny m'a parlé de toi, Harry, répondit Jedusor. Elle ne m'a rien caché de ta passionnante histoire. Son regard, de plus en plus avide, s'attarda sur sa cicatrice. Je voulais en apprendre davantage sur toi, te parler, te rencontrer si c'était possible. Alors, pour gagner ta confiance, j'ai décidé de te montrer la célèbre capture de ce grand bénet de Hagrid. Hagrid est mon ami, dit Harry, qui ne pouvait cette fois empêcher la colère de faire trembler sa voix. Et vous lui avez tendu un piège, c'est ça? Je croyais qu'il s'agissait d'une simple erreur, mais Jedusor éclata d'un nouveau rire aigu. C'était ma parole contre la sienne, mon cher Harry. Je te laisse le soin d'imaginer la réaction du directeur, le vieil Armando Tippett. D'un côté, Tom Jedusor, pauvre mais brillant, orphelin mais si courageux, bref et élève modèle. De l'autre, ce gros balourd de Hagrid qui ne perd jamais une occasion de s'attirer des ennuis en élevant des bébés loups-garous sous son lit ou en allant se battre avec des trolls dans la forêt interdite. Mais je dois dire que j'ai été surpris moi-même de voir mon plan marcher aussi facilement. Je pensais qu'il y aurait bien quelqu'un pour s'apercevoir que Hagrid ne pouvait pas être l'héritier de Serpentard. Il m'a fallu 5 années entières pour réunir toutes les informations possibles sur la chambre des secrets et découvrir le passage secret qui permettait d'y accéder. Comme si Hagrid avait l'intelligence et le pouvoir d'y parvenir. Seul Dumbledore, le professeur de métamorphose, paraissait croire que Hagrid était innocent,
C'est lui qui a réussi à convaincre Tippett de garder Hagrid et d'en faire le garde-chasse de l'école. Je crois que Dumbledore avait deviné quelque chose. Il ne semblait pas avoir autant de sympathie pour moi que les autres professeurs. Dumbledore a compris à qui il avait affaire, dit Harry, sans desserrer les dents. Après le renvoi de Hagrid, il m'a soumis une surveillance quelque peu agaçante, dit Jedusor d'un ton désinvolte. Je savais qu'il ne serait pas raisonnable d'ouvrir à nouveau la chambre pendant que j'étais à l'école, mais je n'avais pas l'intention de perdre le bénéfice de mes longues années de recherche. J'ai donc décidé de laisser derrière moi un journal intime qui conservait dans ses pages l'être que j'étais à 16 ans, pour qu'un jour, avec un peu de chance, je puisse amener quelqu'un d'autre sur mes traces et achever ainsi la noble tâche de Salazar Serpentard. Vous n'avez rien achevé du tout, répliqua Harry d'un air triomphant. Personne n'est mort cette fois-ci, pas même la chatte. Dans quelques heures, le filtre de Mandragore sera prêt, et tous ceux qui ont été pétrifiés reviendront à la vie. Je ne t'ai pas encore dit, reprit Jedusor d'une voix tranquille, que tu étais sans de bourre ne m'intéresse plus. Depuis plusieurs mois, maintenant, ma nouvelle cible, c'est tout. Harry le regarda avec des yeux ronds. Imagine ma fureur quand je me suis rendu compte que tu n'avais plus mon journal et que c'était Ginny qui l'avait repris. Elle l'avait eu dans tes mains et s'était mise à paniquer si jamais le journal te répétait tout ce qu'elle avait confié. Pire encore, s'il te révélait qui avait tordu le cou des coqs. Alors cette petite idiote a attendu que le dortoir soit vide et elle a dû te le voler. Mais je savais ce qu'il me restait à faire. Je me doutais bien que tu étais sur la trace de l'héritier de Serpentard. D'après tout ce que Ginny m'avait dit sur toi, je savais que tu serais prêt à tout pour résoudre le mystère. Sinon, si une de tes meilleures amies se faisait agresser à son tour. Et Ginny m'avait dit que de toute l'école était un émoi depuis qu'on savait que tu parlais fourche longue. Alors j'ai fait écrire à Ginny son propre message d'adieu sur le mur et je l'ai amené ici en t'attendant. Elle s'est débattue, elle a crié, elle est devenue insupportable, mais il ne reste plus beaucoup d'énergie vitale en elle. Elle en a trop mis dans le journal, c'est-à-dire en moi. Suffisamment en tout cas pour me permettre de me détacher de ces pages et de reprendre une existence autonome. Depuis que nous sommes arrivés ici, elle et moi, je t'ai attendu. Je savais que tu viendrais et j'ai beaucoup de questions à te poser, Harry Potter. Quoi par l'exemple, lança Harry, les poings serrés. Par exemple, dit Jedusor avec un sourire engageant. Comment se fait-il qu'un bébé sans talent magique particulier ait pu vaincre le plus grand sorcier de tous les temps? Comment as-tu réussi à t'en tirer avec une simple cicatrice, alors que les pouvoirs de Voldemort ont été détruits? Il y avait à présent une étrange lueur rougeâtre dans ses yeux avides. Qu'est-ce que ça peut vous faire, dit lentement Harry. Voldemort a vécu après vous. Voldemort, dit Jedusor d'une voix douce, est à la fois mon passé, mon présent et mon avenir, Harry Potter. Il sortit de sa poche la baguette magique de Harry et écrivit en lettres scintillantes. Tom Elvis Jedusor. Puis, il fit un mouvement avec la baguette et les lettres de son nom s'assemblèrent dans un ordre différent. Après son bout de lire, je suis Voldemort. Tu vois, murmura-t-il, c'est un nom que j'utilisais déjà à Poudlard pour mes amis les plus proches. Tu crois donc que je l'ai accepté, le jeu du sort, que m'avait donné ce nom immonde de jeu du sort, légué par mon moldu de père, moi, l'héritier par ma mère du sang de Salazar Serpentard qui coule dans mes veines. Moi, conserver le nom abject d'un misérable moldu qui m'a abandonné de même ma naissance, le jour où il a découvert que sa femme était une sorcière. Non, Harry, je me suis forgé un nouveau nom, et je savais que le temps viendrait où les autres sorciers auraient peur de prononcer ce nom-là, lorsque je serais devenu le plus grand sorcier du monde. Et bonsoir. Harry
se força enfin à parler. C'est raté, dit-il d'une voix basse, remplie de haine. Qu'est-ce qui est raté? Dit sèchement Jedusor. Vous n'êtes pas le plus grand sorcier du monde, dit Harry, la respiration précipitée. Désolé de vous décevoir, mais le plus grand sorcier du monde, c'est Albus Dumbledore. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même au temps de votre puissance, vous n'avez jamais osé vous attaquer à Poudlard. Dumbledore a tout de suite compris qui vous étiez lorsque vous avez comme élève. Et il vous fait toujours peur, quel que soit le lieu où vous vous cachez. Jedusor avait perdu son sourire. Son visage avait quelque chose de repoussant à présent. Dumbledore a été chassé de ce château par mon simple souvenir, dit-il d'une voix sifflante. Il n'est pas aussi loin que vous le pensez, répliqua Harry. En parlant ainsi, il avait simplement cherché à faire peur à Jedusor. Il avait souhaité que il avait souhaité que ce soit... Attendez, il aurait souhaité que ce qu'il avait dit soit vrai, mais il n'y croyait pas. Jedusor ouvrit la bouche, puis il se figea soudain. Une musique venait de retentir. Il regarda autour de lui. La chambre était déserte. La musique s'intensifia. C'était une mélodie étrange, effrayante, qui provoquait des frissons le long de l'échine. Les cheveux de Harry se dressèrent sur sa tête, et il lui semblait que son cœur avait doublé de volume. Bientôt, la musique atteignait une telle intensité que Harry la sentait vibrer dans sa poitrine. Des flammes surgirent alors du sommet du pilier le plus proche. Un oiseau écarlate, de la taille d'un cygne, venait d'apparaître et lançait son chant étrange sous la voûte de la chambre. Les plumes de sa queue, aussi longues que celles d'un pan, brillaient d'une lueur dorée. Dans ses serres couleur d'or, il tenait une boule de chiffon. Un instant plus tard, l'oiseau vola droit vers Harry, laissa tomber la boule de chiffon à ses pieds et se posa lourdement sur son épaule. Il avait un long bec pointu et doré, et de petits yeux étincelants. L'oiseau s'arrêta alors de chanter et regarda fixement Jedusor. Harry sentait sa chaleur contre sa joue. « C'est un phénix, dit Jedusor en fixant à son tour l'oiseau de ses yeux dans les yeux. Fume sec, murmura Harry. Il sentit les serres de l'oiseau presser doucement sur son épaule. Et ça, dit Jedusor, qui regardait à présent la boule de chiffon au pied de Harry. Ça, c'est le vieux chapeau magique. C'était vrai. Usé, rapiécé, crasseux, le chapeau était étalé sur le sol. Jedusor éclata de rire une nouvelle fois. Son rire était si sonore que l'écho le renvoyait dans toute la chambre, comme si 10 personnes avaient ri en même temps. Et c'est ça que Dumbledore t'envoie pour te défendre. Un oiseau chanteur et un vieux chapeau. Voilà qui devrait te donner du courage, Harry Potter. Tu dois te sentir rassuré à présent. Harry ne répondit pas. Il ne voyait peut-être pas à quoi Fume Sec et le chapeau pouvaient bien lui servir, mais il ne se sentait plus seul, et il attendit avec un courage grandissant que Jedusor ait fini de rire. Revenons à nos affaires, dit enfin Jedusor avec son large sourire. Nous nous sommes rencontrés 2 fois dans ton passé et dans mon avenir. Et ces 2 fois-là, je n'ai pas réussi à te tuer. Comment tu fais pour survivre? Dis-le-moi. Plus tu parleras, ajouta-t-il d'une voix douce, plus longtemps tu resteras vivant. Harry réfléchit à toute allure, évaluant ses chances de survie. Jedusor avait sa baguette. Harry, lui, avait Fume Sec et le chapeau magique, qui ne lui serait guère utile en cas de duel. La situation n'était pas brillante, mais plus Jedusor restait là devant lui, plus la vie s'échappait de Ginny. Depuis tout à l'heure, la silhouette de Jedusor était devenue moins floue, plus solide. Si Harry devait se battre contre Jedusor, il valait mieux que ce soit le plus vite possible. Personne ne sait pourquoi vous avez perdu vos pouvoirs quand vous m'avez attaqué, dit Harry, d'un ton abrupt. Je ne le sais pas moi-même, mais je sais pourquoi vous n'avez pu me tuer. Parce que ma mère a donné sa vie pour me sauver. Ma mère qui était fille
obligé de vous cacher. Vous êtes repoussant, vous êtes abject. Le visage de Jedusor se tordit dans une grimace. Puis, il se força à sourire, d'un horrible sourire. Soit, ta mère est morte pour te sauver. Une puissante manière de conjurer le sort. Mais maintenant, je vois bien que tu n'as rien de si extraordinaire après tout. Je m'en demandais, vois-tu, car il y a une étrange ressemblance entre nous, Harry Potter. Même toi, tu as dû le remarquer. Nous avons tous les deux du sang de Moldu. Nous sommes tous les deux orphelins, élevés par des Moldus. Et probablement les deux seuls élèves de Poudlard qui aient jamais parlé le Fourgeland depuis le temps du grand Serpentard lui-même. Même physiquement, nous nous ressemblons. Mais finalement, ce qui t'a sauvé face à moi, c'est la chance, rien d'autre. Voilà tout ce que je voulais savoir. Harry, tendu, attendait que Jedusor brandisse la baguette magique, mais son rictus s'élargit encore. Maintenant, Harry, je vais te donner une petite leçon, dit-il. Nous allons mesurer les pouvoirs de Lord Voldemort, héritier de Salazar Serpentard, à ceux du célèbre Harry Potter, muni des meilleures armes que Dumbledore ait pu lui envoyer. Il lança un regard abusé à Fumsec et au joie magique, puis il s'éloigna. Harry, qui sentait la peur se répandre dans ses membres engourdis, vit Jedusor s'arrêter entre les hauts piliers et lever la tête vers le visage en pierre de Serpentard. À demi noyé dans l'obscurité, Jedusor ouvrit grand la bouche et se mit à siffler. Mais Harry comprit ce qu'il disait. Parle-moi, Serpentard, le plus grand des cadres de Poudlard. Harry regarda la statue, sec, toujours accroché à son épaule. Le visage géant de Salazar Serpentard s'était mis à bouger. Frappé d'horreur, Harry vit la bouche de pierre s'ouvrir de plus en plus grand, en formant un immense trou noir. Quelque chose remua alors à l'intérieur de la bouche béante, quelque chose qui sortait en rampant de ses profondeurs. Harry recula jusqu'au mur. Il ferma les yeux et sentit Fumsec caresser sa joue de son aile en prononçant son nom. Harry aurait voulu crier « Ne me laisse pas seul !» Mais de toute façon, quelle chance pouvait-il bien avoir un phénix face au roi des serpents? Et coucou Elodie. Une lourde masse tomba sur le sol en le faisant trembler. Harry savait ce qui se passait, il le sentait. Il voyait presque le serpent géant tomber de la bouche de Serpentard. Il entendit la voix sifflante de Jedusor qui disait « Tue-le !» Le basilic s'avançait vers Harry. Il entendait son corps pesant ramper sur le sol poussiéreux. Les paupières toujours fermées, Harry courut à l'aveuglette en suivant le mur, les mains tendues devant lui. Jedusor éclata de rire. Harry trébucha. Il tomba brutalement sur le sol de pierre et sentit le goût du sang. Le serpent n'était qu'à quelques mètres de lui, et il l'entendait approcher. Il eut alors un sifflement sonore au-dessus de sa tête, comme si le serpent s'était mis à cracher. Puis, quelque chose de lourd le frappa en le projetant brutalement contre le mur. Il s'attendait à sentir les crochets du reptile s'enfoncer dans son corps, mais il entendit d'autres sifflements furieux et des mouvements frénétiques entre les piliers. Harry ne put s'en empêcher. Il entr'ouvrit les paupières juste assez pour apercevoir ce qu'il se passait. L'énorme serpent d'un verre éclatant, au corps aussi épais qu'un tronc de chêne, s'était dressé haut dans les airs et sa grosse tête en pointe oscillait entre les deux colonnes comme un ivrogne à la démarche titubante. Tremblant de tous ses membres, Harry, prêt à refermer les paupières, vit ce qui avait détourné l'attention du serpent. Fumsec voltait autour de la tête du basilic, qui essayait de l'attraper, claquant ses mâchoires hérissées le long des crochets étranges comme des arbres. Le phénix plongea soudain. Son long bec d'or disparut, et une cascade de sang noir se déversa sur le sol. La queue du serpent s'agita furieusement, manquant Harry de peu, et avant que celui-ci ait eu le temps de fermer les yeux, la créature se retourna vers lui,
Harry regarda sa tête et vit que ses énormes yeux jaunes et globuleux avaient été crevés par le bec pointu du phénix. Le sang continuait de ruisseler sur le sol, tandis qu'un long sifflement de douleur s'échappait de la gueule du serpent. Vite, arrive au meilleur moment, on va finir le livre. Bah ça va bien, et toi? T'as fini ton travail là? Non, hurla Jedusor. Laisse l'oiseau, laisse l'oiseau. Le garçon est derrière toi, sans son odeur, tue-le. Le serpent aveugle vacilla, désorienté, mais toujours mortel. Fume sec, qui continuait de décrire des cercles autour de lui, lançait son chant angoissant, en donnant par moments des coups de bec sur la tête du serpent, dont les yeux morts laissaient échapper des flots de sang noir. Aidez-moi, murmura Harry avec force. Quelqu'un, n'importe qui. La queue du serpent fendit l'air comme un fouet, et Harry se prit pour l'éviter. Il sentit alors quelque chose se plaquer contre son visage, quelque chose qui avait la douceur d'une étoffe. Ah bah elle rentre bien du coup Elodie, galère. Dans son mouvement, la queue du basilic lui avait jeté le chapeau magique à la tête. Harry attrapa le chapeau. Il n'avait rien d'autre, c'était sa dernière chance. Il l'enfonça aussitôt dans sa tête et se jeta à plat ventre contre le sol pour éviter à nouveau la queue du serpent. Aide-moi, pensa Harry. De toutes ses forces, s'il te plaît, aide-moi. Aucune voix ne lui répondit, mais le chapeau se contracta, comme serré par une main invisible. Un objet lourd et dur tomba alors sur la tête de Harry, en l'assommant à moitié. Étourdi, il arracha le chapeau de sa tête et sentit quelque chose de long et de dur entre ses doigts. Une épée d'argent étincelante était apparue à l'intérieur du chapeau magique, la poignée incrustée de rubis de la taille d'un œuf. Tue le garçon, laisse l'oiseau, le garçon est derrière toi, sens-le sans son odeur. On a pensé la même chose, Elodie. Harry s'était relevé prêt à combattre. Le basilic fit un mouvement brutal pour se retourner. Son corps s'enroula sur lui-même en heurtant les colonnes et sa tête s'abattit sur Harry. Celui-ci vit les énormes orbites de ses yeux morts et sanglants et sa gueule qui s'ouvrait immense, hérissée de crochets luisants, aussi effilés que son épée, ses crochets mortels prêts à le transpercer. Non mais on est d'accord, elle a dit, il y a un problème de traction, là ça va pas. Le serpent plongea à l'aveuglette. Harry réussit à l'éviter, et la tête du reptile heurta le mur. À nouveau, il plongea de sa langue fourchue, cingla Harry comme un fouet. Il prit alors son épée à deux mains et la brandit au-dessus de sa tête. Le basilic attaqua à nouveau, mais cette fois il visait juste. De toutes ses forces, Harry enfonça l'épée jusqu'à la garde dans la gueule du monstre et lui transperça le palais. Harry sentit alors un flot de sang tiède ruisseler sur sa manche, et une douleur fulgurante lui traversa le bras, juste au-dessus du coude. Un des longs crochets venimeux était enfoncé profondément dans sa chair et se cassa net lorsque le serpent vacilla et tomba sur le côté, le corps agité de convulsions. Des bisous, Elodie. Harry glissa le long du mur. Il empoigna le crochet qui retenait le venin, qui répandait le venin dans son sang, et l'arracha de son bras. Mais il savait qu'il était trop tard. Une douleur brûlante se diffusait lentement dans son corps. Il laissa tomber le crochet brisé du serpent et regarda son propre sang s'imprégner de sa robe. Sa vision se brouilla, la chambre des secrets se fondait en un tourbillon de couleurs ternes. Une tache écarlate passa devant le regard de Harry, et il entendit un bruissement d'ailes à côté de lui. Fume sec, dit Harry d'une voix pâteuse. Tu as été magnifique. Il sentit que l'oiseau posait sa tête à l'endroit où le crochet du serpent lui avait transpercé le bras. Il entendit des bruits de pas et vit une ombre apparaître devant lui. Tu es mort, Harry Potter, dit la voix de Jedusor au-dessus de sa tête.
les yeux et distingua dans un brouillard la tête de Fumsec. Des larmes épaisses, grosses comme des perles, coulaient sur ses plumes luisantes. Je vais m'asseoir et te regarder mourir, Harry Potter. Prends ton temps, je ne suis pas pressé. Harry se sentait somnolé, tout tournait autour de lui. Ainsi finit le célèbre Harry Potter, dit la voix lointaine de Jeu du sort. Seul dans la chambre des secrets, oublié par ses amis, et enfin terrassé par le Seigneur des Ténèbres, qu'il avait si sottement défié. Bientôt, tu auras rejoint ta chère mère au sang de pourpre, Harry. Elle t'aura permis de vivre 12 ans, mais Lord Voldemort a fini par te vaincre, comme il se devait. Si c'était cela, mourir, ce n'était pas trop désagréable après tout. Même la douleur le quittait à présent. Mais était-il vraiment en train de mourir? Au lieu de disparaître peu à peu, la chambre semblait réapparaître dans son champ de vision. Harry remua un peu la tête et vit que Fumsec, toujours posé sur son bras, des larmes de perles, qui brillaient autour de sa blessure. Il se rendit compte alors qu'il n'y avait plus de blessure. Va-t'en, l'oiseau, s'écria soudain la voix de Jeu du sort. Va-t'en, laisse-le, je t'ai dit va-t'en. Harry releva la tête. Jeu du sort pointa sa baguette magique vers Fumsec. Il y eut une détonation semblable à un coup de feu, et l'oiseau reprit son envol dans un tourbillon rouge et or. Les larmes de Phénix, murmura Jeu du sort en regardant le bras d'Harry. Puissant remède contre les blessures, je l'avais complètement oublié. Il regarda Harry dans les yeux. Mais ça ne fait rien, reprit-il. En fait, je préfère qu'il en soit ainsi. Que toi et moi, Potter, toi et moi. Jeu du sort brandissait la baguette magique. Dans un bruissement d'aile, Fumsec tournoya alors au-dessus de Harry et laissa tomber sur ses genoux le journal intime. Pendant une fraction de seconde, Harry et Jeu du sort, la baguette toujours levée, regardèrent le petit livre noir. Puis, sans réfléchir, sans hésiter, comme s'il avait toujours eu cette idée en tête, Harry empoigna le crochet du serpent et le plongea au cœur du livre. Il y eut un long hurlement perçant, un hurlement terrifiant. Un flot d'encre jaillit du livre à courbouillon et ruissela sur les mains de Harry. Jeu du sort à présent se tordait sur le sol, agitant, criant de toutes ses dernières forces, et soudain, il avait disparu. La baguette magique de Harry tomba sur le sol, puis ce fut le silence. On n'entendait plus que le bruit faible et régulier de l'encre qui continuait de couler à grosses gouttes du journal intime. Le venin du basilic avait fait un trou dans le petit livre noir, brûlant une page de part en part. Tremblant de tout son corps, Harry se releva. La tête lui tournait comme s'il avait parcouru des dizaines de kilomètres par la poutre de cheminette. Avec des gestes lents, il ramassa la baguette magique et le joyau. Puis, il tira de toutes ses forces la poignée de l'épée pour l'arracher la lame de la gueule du serpent. Il entendit alors un faible gémissement au fond de la chambre. Ginny remuait. Harry se précipita. Elle s'était redressée, assise par terre, et regardait d'un air stupéfait l'énorme masse du basilic mort. Ses yeux se tournèrent ensuite vers Harry, et sa robe trempée de sang, puis se fixèrent sur le journal intime qu'elle tenait à la main. Elle fut secouée d'un sanglot, et des larmes ruisselèrent sur ses joues. Harry, oh Harry, j'ai essayé de te dire l'autre jour, mais je ne pouvais pas parler devant Percy. C'était moi, Harry, mais je jure que je ne voulais pas faire ça. C'est Jeu du sort qui m'a obligé. Il m'a imposé son pouvoir. Comment tu as fait pour tuer cette chose? Où est Jeu du sort? La dernière chose dont je me souvienne, c'est qu'il est sorti de son journal. Tout est fini maintenant, dit Harry, en lui montrant le gros trou que le crochet de serpent avait percé au milieu du petit livre. Jeu du sort n'existe plus. Ils sont morts tous les deux, lui et le basilic. Viens, Ginny, sortons d'ici. Je vais être renvoyé, se lamenta Ginny,
tandis que Harry l'aidait à se relever. J'avais tellement attendu le jour où je pourrais entrer à Poudlard. Et maintenant, je vais être obligée de partir. Mes parents vont être furieux. Fumsec les attendait en tournoyant à l'entrée de la chambre des secrets. Harry entraîna Ginny dans l'obscurité sinistre. Ils enjambèrent le cadavre du basilic et retournèrent dans le tunnel, leurs pas résonnant en écho contre les parois de pierre. Harry entendit le mur se refermer derrière eux, dans un long sifflement. Ils avancèrent rapidement dans le tunnel et entendirent enfin une sorte de raclement lointain. « Ron !» cria Harry, en accélérant le pas. « Ginny va bien, elle est avec moi. » Ron poussa une exclamation de joie, et ils aperçurent bientôt son visage surexcité à travers le gros trou qu'il avait réussi à creuser dans l'éboulis de roc. « Ginny !» Ron tendit les bras pour l'aider à passer par l'ouverture. « Vivante, je n'osais plus y croire !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Il voulut la serrer dans ses bras, mais Ginny la repoussa, secouée de sanglots. « Tout va bien, Ginny, dit Ron avec un grand sourire. C'est fini maintenant. D'où il vient cet oiseau? Fumsec était passé par le trou à la suite de Ginny. C'est celui de Dumbledore, dit Harry en franchissant l'éboulis à son tour. Comment ça se fait que tu aies une épée? Je t'expliquerai quand on sera sorti d'ici, mais plus tard, compas. Il pensait qu'il valait mieux attendre un peu pour dire à Ron qui avait ouvert la chambre des secrets et ne pas en parler devant Ginny en tout cas. Où est Lockhart? Demanda Harry. Là-bas, dit Ron avec un sourire. Il ne va pas fort, viens voir. Guidé par Fumsec, dont les grandes ailes écarlates diffusaient une lueur dorée dans l'obscurité, ils retournèrent à l'entrée du tuyau. Gilderoy Lockhart était assis par terre et fredonnait une chanson d'un air absent. Il a perdu la mémoire, dit Ron. Le sortilège d'amnésie a marché à l'envers. C'est à lui que ma baguette magique a jeté le sort. Il ne sait plus du tout qui il est, ni où il est, ni qui nous sommes. Je lui ai dit de nous attendre ici. Il n'est plus capable de se débrouiller tout seul. Lockhart les regarda avec bonne humeur. Bonjour, dit-il. Drôle d'endroit, n'est-ce pas? C'est ici que vous habitez? Répondis-je Ron en jetant à Harry un regard interrogateur. Harry se pencha pour examiner le tuyau. Tu as réfléchi au moyen de remonter là-dedans, demanda-t-il à Ron. Ron fit non de la tête, mais Fumsec, le phénix, passa devant Harry et volta devant lui. Ses petits yeux brillaient dans l'obscurité du tuyau. Il agitait ses longues plumes d'or et sa queue, comme pour l'inviter à le suivre. Harry le regarda d'un air hésitant. On dirait qu'il veut que tu t'accroches à lui, dit Ron, l'air perplexe. Mais tu es beaucoup trop lourd pour un oiseau. Fumsec n'est pas un oiseau ordinaire, dit Harry. Nous allons nous tenir les uns aux autres. Ginny, pour la main de Ron, professeur Lockhart. Il parle de vous, dit sèchement Ron à Lockhart. Vous prenez l'autre main de Ginny. Harry glissa l'épée et le chapeau dans sa ceinture. Ron saisit le pan de la robe de Harry, et celui-ci s'accrochant à la queue de Fumsec, dont les plumes dégageaient une étrange chaleur. Harry eut alors l'impression que son corps devenait extraordinairement léger, et en un instant plus tard, ils s'envolaient tous dans le tuyau dans un sifflement semblable à celui du vent. Harry entendait Lockhart qui s'exclamait « Étonnant, vraiment étonnant, on dirait de la magie !» Les cheveux ébouriffés par l'air frais du tuyau, Harry trouvait cette envolée plutôt agréable, mais elle eut de courte durée. Bientôt, tous quatre se retrouvèrent dans le carrelage humide des toilettes de Mimi Géniard, et le lavabo qui dissimulait le passage secret se remit en place. « Et bonsoir. Installe-toi bien. » Mimi les regarda avec des yeux ronds. « Tu es vivant, dit-elle à Harry d'un ton stupéfait. « On dirait que tu es déçu, répondit sombrement Harry, en essuyant ses lunettes maculées de sang et de boue. Bah, je me disais que si tu étais mort, j'aurais été contente de partager mes toilettes avec toi, avoua Mimi, le teint soudain argenté, ce qui était sa manière de rougir.
dit Ron lorsqu'ils eurent regagné le couloir désert. Harry, je crois bien que Mimi a un faible pour toi. Tu as une rivale, Ginny. Mais Ginny n'était pas d'humeur à plaisanter. Les larmes continuaient de couler sur ses joues. Où on va maintenant demanda Ron en jetant un regard inquiet à sa sœur. Harry montra du doigt le phénix, entouré d'un halo de lumière dorée. Ils voletaient le long d'un couloir. Ils le suivirent à grands pas, et quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent devant le bureau du professeur McGonagall. Harry frappa et poussa la porte. Il nous reste qu'un chapitre, les gars. Je bois un coup et je reprends. Alors, chapitre 18, c'est la fin du livre. La récompense de Dobby. Il y eut un long moment de silence, tandis que Harry, Ron, Ginny et Lockhart se tenaient immobiles à l'entrée du bureau, couverts de boue, de saleté et, dans le cas de Harry, de sang. Puis, il y eut un grand cri. Ginny. C'était Mrs. Weasley qui, jusqu'à présent, était restée assise devant la cheminée, à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle se leva debout, suivie de près par M. Weasley, et tous deux se précipitèrent sur leur fille. Mais Harry tourna son regard ailleurs. Le professeur Dumbledore, le visage rayonnant, à côté du professeur McGonagall, qui respirait profondément, les mains croisées sur sa poitrine. Fumsec fondit sur le professeur Dumbledore et vint se poser sur son épaule, pendant que Madame Weasley se jetait sur Ron et Harry pour les serrer dans ses bras. Vous lui avez sauvé la vie, vous lui avez sauvé la vie, comment avez-vous fait? C'est ce que nous aimerions tous savoir, dit le professeur McGonagall d'une voix faible. Madame Weasley libéra Harry de son étreinte. Il hésita un instant, puis s'approcha du bureau et y posa le chapeau magique, l'épée incrustée de rubis, et ce qui restait du journal intime de Jeu du sort. Il raconta alors toute l'histoire. Suspendu à ses lèvres, tout le monde l'écouta parler pendant près d'un quart d'heure. Il révéla comment il avait entendu la voix désincarnée, comment Hermione avait découvert qu'il s'agissait d'un basilic qui se déplaçait dans les tuyaux, comment il suivait les araignées dans la forêt, comment Harry avait fini de dire où était morte la dernière victime du basilic, comment ils avaient deviné que cette victime devait être Mimi Gignard et que l'entrée de la chambre des secrets se trouvait peut-être dans ses toilettes. Très bien, dit le professeur McGonagall lorsqu'il s'interrompit. Vous avez donc découvert l'entrée de la chambre en violant au passage à peu près tous les articles du règlement de l'école. Mais comment diable avez-vous fait pour sortir de la vivant, Potter? Harry, la voix rauque d'avoir tant parlé, leur raconta alors l'arrivée de Fumsec, puis la façon dont le chapeau magique lui avait donné l'épée. Mais il hésita soudain dans la poursuite de son récit. Jusqu'à présent, il avait évité de parler du journal intime de Jeu du sort et de Ginny. Il tenait debout aux côtés de Madame Weasley, la tête sur son épaule, et des larmes continuaient de couler sur ses joues. Et s'il la renvoyait, pensa Harry, saisi d'une brusque panique, le journal intime avait perdu son pouvoir. Comment pourrait-il prouver que c'était Jeu du sort qu'il avait manipulé malgré elle? Instinctivement, Harry regarda Dumbledore. Celui-ci esquissa un sourire. Les flammes qui dansaient dans la cheminée se reflétaient dans ses lunettes en demi-lune. Ce qui est le plus intéressant à mes yeux, dit-il d'une voix douce, c'est de savoir comment Lord Voldemort a réussi à envoûter Ginny, alors que, d'après les informations qu'on m'a données, il se cache à l'heure actuelle dans les forêts d'Albanie. Harry sentit une merveilleuse impression de soulagement se répandre dans tout son corps. Quoi? Bourdouilla Monsieur Weasley d'une voix blanche. Qui vous avez envoûté, Ginny? Mais Ginny n'a pas.
de Harry et contempla longuement ses pages humides et brûlées. Remarquable, murmura-t-il. C'était sans doute l'élève le plus brillant qu'on ait jamais vu à Poudlard. Il se tourna vers Weasley qui semblait abasourdi. Rares sont ceux qui savent que Lord Voldemort s'est autrefois appelé Tom Jedusor. J'ai été moi-même son professeur à Poudlard il y a 50 ans. Il a disparu après avoir quitté le collège. Il a voyagé loin, traversé de nombreux pays. Puis, il s'est plongé si profondément dans la magie noire. Il a tant fréquenté les pires. Et s'est livré à des expériences si maléfiques que lorsqu'il est réapparu sous les traits de Lord Voldemort, il était devenu impossible de le reconnaître. Qui donc avait songé à établir un lien entre Voldemort et ce garçon si intelligent, si séduisant qui avait été préfet en chef à Poudlard? Mais Ginny, dit Madame Weasley, qu'est-ce que notre Ginny pouvait bien avoir à faire avec lui? C'est son journal, sanglota Ginny. J'écrivais dedans et il me répondait. Ginny, s'exclama M. Weasley stupéfait. Je ne t'ai donc jamais rien appris. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? De ne jamais te fier à quelque chose capable d'agir et de penser tout seul, si tu ne vois pas où ça se trouve son cerveau. Pourquoi ne nous as-tu jamais montré ce journal à moi ou à ta mère? Un objet aussi bizarre ne pouvait qu'inspirer par la magie noire. Eh ben, bonne nuit, Bigajou, repose-toi bien. Je ne savais pas, sanglota Ginny. Je l'ai trouvé dans les livres que m'a donné maman. Je croyais que quelqu'un l'avait oublié là. Madame Weasley devait aller immédiatement à l'infirmerie, l'interrompit Dumbledore d'une voix faible. Cette épreuve était terrible pour elle. Il n'y aura aucune sanction. Des sorciers plus âgés et plus avisés qu'elle ont été aveuglés par Lord Voldemort. Il s'avança vers la porte et l'ouvrit. Du repos, voilà ce qu'il lui faut. Et peut-être une grande pièce de chocolat. Je trouve qu'il n'y a rien de tel pour remonter le moral, dit-il en adressant un clin d'œil à Ginny. Madame Pomfrèche n'est pas encore couchée. Elle est en train d'administrer le filtre de Mandragore. Je crois que les victimes du basilic vont bientôt se réveiller. Alors Hermione va bien, s'exclama Ron. Il n'y aura pas de séquelles, assura Dumbledore. Madame Weasley emmena Ginny, suivie de son mari qui paraissait toujours aussi ébranlé. Ma chère Minerva, dit Dumbledore d'un air songeur en s'adressant au professeur McGonagall, je crois que tout cela mérite un bon festin. Puis-je vous demander d'aller prévenir les cuisines? D'accord, répondit le professeur McGonagall en allant à la porte. Je vous laisse vous occuper de Potter et de Weasley, n'est-ce pas? Oui, oui, dit Dumbledore. Lorsqu'elle fut sortie du bureau, Harry et Ron regardèrent Dumbledore d'un air incertain. Que voulait dire exactement le professeur McGonagall en parlant de s'occuper d'eux? Il n'allait quand même pas être puni. Il me semblait vous avoir averti tous les deux que je serais obligé de vous renvoyer si je vous surprenais à enfreindre le règlement de l'école une nouvelle fois, dit Dumbledore. Ron ouvrit la bouche horrifié, ce qui prouve que les meilleurs d'entre nous peuvent être amenés à se contredire, poursuivit Dumbledore en souriant. Vous allez recevoir tous les deux une récompense spéciale pour le service rendu à l'école, et je crois bien que... Voyons, oui, je vais donner 200 points pour chacun à Gryffondor. Le visage de Ron prit une teinte rose vive, et il referma la bouche. Mais j'ai l'impression que l'un d'entre nous reste bien silencieux sur le rôle qu'il a joué dans cette dangereuse aventure, ajouta Dumbledore. Pourquoi êtes-vous si modeste, Gilderoy? Harry sursauta. Il avait complètement oublié Lockhart. Il se retourna et le vit debout dans un coin de la pièce en vague sourire aux lèvres. Lorsque Dumbledore s'adressa à lui, il le regarda par-dessus son épaule en croyant qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Professeur Dumbledore, dit Ron, il y a eu un petit accident dans la chambre des secrets. Le professeur Lockhart... Je suis professeur, s'étonna Lockhart. J'imagine que je devais être très mauvais. Il a essayé de jeter un sort d'amnésie, et la baguette s'est retournée contre lui, expliqua Ron. Pas de chance, dit Dumbledore en hochant la tête. Vous êtes assis sur votre épée, Gilderoy. Une épée, dit Lockhart d'une voix éteinte. Je n'ai pas d'épée, mais ce garçon en a une, ajouta-t-il en montrant à Harry.
Il vous la prêtera sûrement. Pourriez-vous emmener le professeur Lockhart à l'infirmerie demanda Dumbledore à Ron. J'ai encore quelques mots à dire à Harry. Lockhart sortit du bureau d'un bal. Ron le suivit et en jetant un regard intrigué à Dumbledore et à Harry. Dumbledore s'approcha d'un des fauteuils devant la cheminée. Assieds-toi, Harry, dit-il. Harry obéit. Il se sentait étrangement inquiet. Pour commencer, je voudrais te remercier, dit Dumbledore, le regard brillant. Tu m'as été vraiment fidèle dans la chambre des secrets. Seule une parfaite loyauté de ta part pouvait amener Fumsec à venir à ton secours. Il caressa le phénix qui s'était posé sur son genou. Harry eut un sourire timide. Et donc, tu as rencontré Tom Jeu du sort, dit Dumbledore d'un air songeur. J'imagine qu'il s'est beaucoup intéressé à toi. Soudain, quelque chose qui tracassait Harry franchit enfin ses lèvres, presque malgré lui. Professeur Dumbledore, dit-il, Jeu du sort m'a dit que j'étais comme lui, que nous étions étrangement semblables. Vraiment, répondit Dumbledore, en regardant Harry d'un air songeur sous ses épais sourcils argentés. Et toi, qu'en penses-tu? Je ne crois pas du tout que je sois comme lui, s'exclama Harry, beaucoup plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Je suis un Gryffondor. Mais il s'interrompit. Un vague doute remontait à la surface. Professeur, reprit-il, le chapeau magique m'a dit que j'aurais été très bien à Serpentard. Pendant un moment, tout le monde a cru que c'était moi l'héritier de Serpentard, parce que je parle fourche-langue. Si tu parles fourche-langue, Harry, dit Dumbledore d'une voix paisible, c'est parce que Lord Voldemort, qui est le dernier descendant de Salazar Serpentard, le parlait également. À moins que je ne me trompe, il t'a transmis certains de ses pouvoirs le soir où il t'a fait cette cicatrice. Bien sûr, ce n'était pas du tout son intention. Voldemort m'a transmis un peu de lui-même, dit Harry atterré. C'est bien ce qu'il me semble. Alors je devrais être à Serpentard, s'exclama Harry en regardant Dumbledore d'un air désespéré. Le chapeau magique a vu qu'il y avait en moi des pouvoirs qui appartenaient à Serpentard, et il m'a envoyé à Gryffondor, acheva Dumbledore. Écoute-moi, Harry. Il se trouve que tu possèdes beaucoup de qualités que Serpentard appréciait chez ses élèves. La faculté de parler fourche-langue, l'ingéniosité, la détermination, un certain dédain pour les règlements. Et pourtant, le chapeau magique t'a envoyé à Gryffondor. Tu sais pourquoi? Réfléchis. Il m'a envoyé à Gryffondor parce que j'ai demandé à ne pas aller chez les Serpentards, répondait Harry d'une voix défaite. Exactement, dit Dumbledore avec un grand sourire, ce qui te rend très différent de Tom Jeu du sort. Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Harry, assommé, restait immobile dans son fauteuil. Si tu veux la preuve que tu appartiens vraiment à Gryffondor, Harry, je te suggère d'examiner ceci de plus près. Dumbledore tendit la main vers le bureau et prit l'épée tachée de sang qu'il donna à Harry. Celui-ci la fit tourner entre ses mains. Les rubis incrustés dans la poignée étincelaient à la lueur des flammes qui brûlaient dans la cheminée. C'est alors qu'il vit quelque chose gravé juste en dessous de la garde. Godric Gryffondor. Seul un véritable Gryffondor pouvait trouver cette épée dans le chapeau magique, Harry, dit simplement Dumbledore. Pendant un long moment, tous deux restèrent silencieux. Puis Dumbledore ouvrit l'un des tiroirs du bureau et y prit une plume et une bouteille d'encre. Tu as besoin de manger et de dormir, Harry. Je te suggère de descendre prendre une pause pendant que j'écris à la prison d'Azkaban. Il est temps de récupérer notre garde-chasse. Je dois aussi rédiger une petite annonce pour la Gazette du Sorcier. Il nous faudra un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Décidément, il ne dure jamais bien longtemps. Harry se leva et s'approcha de la porte. Il venait de poser la main sur la poignée, lorsque la porte s'ouvrit si violemment
qui le rebondit contre le mur. Lucius Malfoy se tenait là, le visage marqué par la fureur, recroquevillé à ses pieds, le corps enveloppé de bandages. Il y avait Dobby. Bonsoir, Lucius, dit Dumbledore d'un ton aimable. Monsieur Malfoy faillit renverser Harry en entrant dans la pièce. Dobby le suivit, à petits pas précipités, le visage ravagé par une terreur abjecte. Alors, lança Lucius Malfoy, en fixant sur Dumbledore un regard glacial. Vous êtes à nouveau là. Le conseil d'administration vous a suspendu, mais vous estimez que vous avez le droit de revenir à Poudlard. Voyez-vous, Lucius, répondit Dumbledore avec un sourire serein. Les 11 autres membres du conseil d'administration m'ont écrit aujourd'hui. J'ai eu l'impression d'être pris dans un véritable tempête de hibou. Ils avaient entendu dire que la fille d'Arthur Weasley était morte, et ils voulaient que je revienne immédiatement. Ils semblaient croire qu'après tout, j'étais l'homme qu'il fallait pour occuper ce poste. Ils m'ont également raconté des histoires très étranges. Plusieurs d'entre eux affirment que vous avez menacé de jeter la malédiction sur leur famille s'ils refusaient d'approuver ma suspension. Monsieur Malfoy devint plus pâle encore que d'habitude, mais son regard continua de lancer des éclairs de fureur. Et vous, vous avez réussi à mettre un terme à ces agressions, ricana-t-il. Vous avez capturé le coupable. En effet, dit Dumbledore avec un sourire. Eh bien, qui est-ce? Le même que la dernière fois, Lucius, mais cette fois, Lord Voldemort a agi par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, au moins de ce journal intime. Il montra le petit livre noir percé d'un grand trou, en observant attentivement la réaction de M. Malfoy. Harry, lui, regardait Dobby. L'elfe avait un étrange comportement. Il ne cessait de pointer le doigt sur le journal, puis sur M. Malfoy, et se donnait ensuite de grands coups de poing sur la tête. Je vois, dit lentement M. Malfoy à Dumbledore. C'était un plan judicieux, dit Dumbledore d'une voix égale, sans quitter M. Malfoy des yeux. Car si Harry, ici présent, M. Malfoy lança à Harry un regard bref et perçant. Et son ami Ron n'avait pas découvert ce journal intime, Ginny Weasley serait sans doute apparue comme la seule coupable. Personne n'aurait jamais pu prouver qu'elle avait agi contre sa propre volonté. M. Malfoy resta silencieux, le visage soudain figé comme un masque. Et imaginez, poursuivit Dumbledore, ce qui se serait produit dans ce cas. Les Weasley sont une de nos plus éminentes familles de sorciers. Imaginez les conséquences que cette affaire aurait pu avoir sur Arthur Weasley et son acte de protection des Moldus si on avait découvert que sa propre fille agissait et tuait des enfants de Moldus. Heureusement que ce journal a été trouvé à temps et que les souvenirs qu'il contenait ont été effacés. Qui sait ce qui serait advenu dans le cas contraire? Monsieur Malfoy se força à parler. Heureusement, en effet, dit-il avec raideur. Derrière son dos, Dobby continuait de pointer le doigt sur le journal, puis sur Lucius Malfoy, avant de se donner à nouveau des coups de poing sur la tête. Et soudain, Harry comprit. Il fit un signe de tête à Dobby, et celui-ci recula dans un coin, en se tordant les oreilles pour se punir de ce qu'il venait de faire. Vous ne savez pas comment Ginny est entrée en possession de ce journal intime, Monsieur Malfoy, demanda Harry. Lucius Malfoy se tourna vers lui. Pourquoi devrais-je savoir comment cette petite idiote s'y est prise pour dénicher ce journal, dit-il. Parce que c'est vous qui lui avez donné, répliqua Harry. Ça s'est passé chez Fleury et Botte. Vous avez pris son vieux livre sur les métamorphoses et vous y avez glissé le journal, c'est bien cela? Il vit M. Malfoy serrer les poings. Il faudrait le prouver, siffla-t-il. Oh, personne n'y arrivera, dit Dumbledore, en adressant un sourire à Harry. C'est impossible, maintenant que je dis aurait été effacé du journal. Mais, d'un autre côté, Lucius, je vous conseille de ne plus distribuer de vieilles fournitures scolaires de Lord Voldemort, car si certaines d'entre elles tombaient à nouveau entre de mains innocentes, je pense qu'Arthur Weasley ferait tout pour prouver qu'elles vous appartenaient. Lucius Malfoy resta un instant immobile, et Harry vit nettement que sa main se contractait, comme si l'envie le démangeait de sortir sa baguette magique.
Mais finalement, il se tourna vers son elfe de maison. On s'en va, Dobby. Il ouvrit brutalement la porte du bureau et fit sortir son elfe à coups de pied. Ils entendirent les cris de douleur de Dobby, tandis que Lucius Malfoy s'éloignait dans le couloir. Harry réfléchit un moment, puis eut soudain l'idée qu'il cherchait. Professeur Dumbledore, dit-il précipitamment, est-ce que je peux aller rendre le journal intime à Monsieur Malfoy, s'il vous plaît? Bien sûr, Harry, mais dépêche-toi. N'oublie pas qu'il y a un festin qui t'attend. Harry prit le petit livre noir et sortit en trompe du bureau. Il entendait les cris de Dobby qui s'éloignait derrière l'angle du couloir. Il enleva alors une de ses chaussures et ôta sa chaussette sale et boueuse. En y faut le journal intime. Puis, il courut le long du couloir. Il les rattrapa alors qu'il s'apprêtait à descendre l'escalier. Monsieur Malfoy, dit-il la voix haletante, j'ai quelque chose pour vous. Il mit dans la main de Lucius Malfoy la chaussette crasseuse que contenait le journal. Qu'est-ce que... Monsieur Malfoy arracha le journal et de la chaussette qu'il jeta par terre. Puis, il lança à Harry un regard furieux. Un de ces jours, Harry Potter, tu connaîtras le même sort lamentable que tes parents, dit-il à voix basse. Ces imbéciles se mêlaient de tout ce qui ne le regardait pas, eux aussi. Il tourna les talons pour s'en aller. Viens, Dobby. J'ai dit viens. Mais Dobby ne bougea pas. Il tenait à la main la chaussette répugnante de Harry et la contemplait comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Le maître a donné à Dobby une chaussette, dit l'elfe émerveillé. Le maître l'a donnée à Dobby. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Lança Malfoy. Dobby a reçu une chaussette, dit l'elfe avec une expression d'incrédulité. Le maître l'a jetée et Dobby l'a attrapée. Alors, Dobby est libre. Lucius Malfoy se figea sur place, les yeux fixés sur l'elfe, puis il se rua sur Harry. Tu m'as fait perdre mon serviteur, rugit-il. Vous ne ferez pas de mal, Harry Potter, s'écria Dobby. Il y eut une détonation assourdissante. Monsieur Malfoy fut projeté en arrière, tomba dans l'escalier et se retrouva étalé par terre, en bas des marches, le visage livide. Il se releva en sortant sa baguette magique, mais Dobby tendit son long doigt menaçant. Allez-vous-en maintenant, dit-il d'un ton féroce, le doigt pointé sur Monsieur Malfoy. Vous ne toucherez pas, Harry Potter, partez. Lucius Malfoy n'avait pas le choix. Il leur lança un dernier regard assassin, puis s'enveloppa dans sa cape et s'éloigna d'un gros pas. Harry Potter a libéré Dobby, s'écria l'elfe d'une petite voix aiguë. Un rayon de lune se reflétait dans ses yeux globuleux. Harry Potter a libéré Dobby, répéta-t-il. C'était le moins que je puisse faire, répondit Harry avec un sourire. Promets-moi simplement de ne plus jamais essayer de me sauver la vie. Le visage repoussant de l'elfe se fondit soudain en un large sourire qui découvrit une bouche édentée. J'ai encore une question à te poser, Dobby, dit Harry, tandis que l'elfe enfilait la chaussette avec des gestes fébriles. Tu m'as dit que toutes ces histoires n'avaient rien à voir avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, tu te souviens? Alors, c'était un indice, monsieur, répondit Dobby, comme s'il s'agissait d'une évidence. Dobby vous a donné un indice. Libre de prononcer le nom du Seigneur des Ténèbres avant que ce nom change, vous comprenez? C'est vrai, dit Harry d'une voix faible. Il faut que je m'en aille maintenant. Il y a un festin en bas, et mon ami vient d'être réveillé à l'heure qu'il est. Dobby entoura la taille de Harry de ses bras et le serra contre lui. Harry Potter est encore plus grand que ne le croyait Dobby, sanglota-t-il. Adieu, Harry Potter. Et dans une dernière détonation, Dobby disparut. Harry avait déjà participé à plusieurs festins à Poudlard, mais jamais il n'en eut connu de semblable. Tout le monde était en pyjama et les réjouissances duraient toute la nuit. Harry n'aurait su dire quel avait été le meilleur moment. Hermione courant vers eux en criant « Tu l'as vaincu, tu l'as vaincu !» ou Justin se levant de la table de Poufsouffle pour venir lui serrer la main
et s'excusait longuement de l'avoir soupçonné. Ou Hagrid, apparaissant à 3h30 du matin et donnant à Harry et à Ron une tape dans le dos qui les fit plonger dans leurs assiettes. Ou les 400 points qu'ils avaient fait gagner à Gryffondor, ce qui leur assurait, pour la 2e année consécutive, la victoire de la Coupe des 4 maisons. Ou le professeur McGonagall, se levant pour leur dire que tous les examens avaient été annulés en guise de cadeau de fin d'année. Ou encore Dumbledore annonça que le professeur Lockhart ne pourrait pas reprendre ses cours l'année suivante, pour cause d'amnésie à soigner. Cette dernière nouvelle fut également saluée par de nombreuses acclamations à la table des professeurs. Dommage, dit Ron en reprenant son beignet. Je commençais à le trouver sympathique. La fin du trimestre se déroula dans un soleil resplendissant. Poudlard avait retrouvé sa vie normale, avec toutefois quelques petits changements. Les cours de défense contre les forces du mal avaient été supprimés. On a suffisamment fait de travaux pratiques, dit Ron et Hermione, qui faisaient grise mine. Et Lucius Malfoy avait été renvoyé du conseil d'administration. Draco ne se pavanait plus dans le château avec des allures de propriétaire. Il semblait au contraire sombre et amer. Ginny, en revanche, avait retrouvé toute sa joie de vivre. Bientôt, il fut temps de reprendre le Poudlard Express, qui devait amener les élèves chez eux pour les vacances d'été. Harry, Ron, Hermione, Fred, George et Ginny occupaient un compartiment à eux tout seuls. Les distractions ne leur manquaient pas pendant le voyage. Ils firent exploser les derniers pétards mouillés du docteur Philibuste et s'entraînèrent à se désarmer à coups de baguettes magiques, un exercice pour lequel Harry se montrait particulièrement doué. Ils avaient presque atteint la gare de King's Cross lorsque Harry se rappela quelque chose. « Ginny, dit-il, c'était quoi cette histoire de Percy que tu as surpris en train de faire quelque chose? Il ne voulait surtout pas que tu en parles à qui que ce soit. »« Ah oui, c'est vrai, répondit Ginny en riant. Eh bien, Percy a une petite amie. »« Quoi ?» s'exclama Fred en laissant tomber une pile de livres sur la tête de George. « C'est cette fille qui est préfète de Serdaigle, Pénélope d'Auclair, dit Ginny. C'est à elle qui passait son temps à écrire l'été dernier. Ils se donnaient des rendez-vous secrets dans l'école. Un jour, je les ai surpris en train de s'embrasser dans une classe vide. Il a été tellement bouleversé quand elle a été agressée. Vous n'allez pas vous moquer de lui, hein, ajouta-t-elle d'un ton inquiet. Jamais de la vie, assura Fred, qui semblait aussi heureux que si on venait de lui annoncer que la date de son anniversaire avait été avancée. Certainement pas, dit George en ricanant. Le Poudlard Express ralentit puis arrêta. Harry prit son parchemin et une plume et se tourna vers Ron. Ça s'appelle un numéro de téléphone, dit-il à Ron, en écrivant des chiffres sur 2 morceaux de parchemin, un pour Ron, l'autre pour Hermione. L'été dernier, j'ai expliqué à ton père comment marche un téléphone. Il saura s'en servir. Appelez-moi chez les Dursley, d'accord? Je ne supporte pas de passer encore 2 mois avec Dudley pour seule compagnie. Ta tante et ton oncle vont être fiers de toi quand ils sauront ce que tu as fait, non? Dit Hermione tandis qu'il descendait du train, en suivant la foule des élèves en direction de la barrière magique. Fier, s'exclama Harry. Tu es folle, ils vont être furieux au contraire. J'ai eu plein d'occasions de mourir, et au lieu d'en profiter, je me suis débrouillé pour survivre. Tous ensemble, ils franchirent alors la barrière magique, qui s'ouvrait sur le monde des Moldus. Et voilà. On a fini la journée des secrets, les loups. Ah, ça fait tout bizarre, on l'a lu hyper vite celui-là en vrai. Le 3 aussi, je pense qu'on va le lire vite étant donné que cette semaine, je vais faire que de l'ASMR. Mais ça va être stylé. Ça change aussi, puis de toute façon, vu que je fais la nuit, je peux pas. Du coup, ce sera le numéro 3 demain. Puis je l'ouvrirai en direct puisqu'il est tout neuf. Voilà. D'ailleurs, du coup, alors lisons. Il y a plein de petits détails. Enfin, genre, il y a une phrase de Harry qui dit quand il parle de Dumbledore à la fin là. Où il lui dit, mais du coup,
ça annonce vachement la suite en fait. Voilà, j'avais jamais remarqué ça avant. Ouais. Et bah il reste une personne, aïe aïe aïe, j'ai endormi tout le monde, incroyable. Il reste que Jessie. Bah voilà. Et ben je vais te souhaiter une très bonne nuit Jessie. Et bah à demain. Voilà. T'as un petit live hein, du coup, mais bah voilà, fini le bouquin, je vais pas commencer le troisième. On commencera demain tranquillement. Je vous fais des bisous et merci pour les merci pour les gifts, enfin le sub gift offert par P, tout ça tout ça. Je vous souhaite